Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Cette fois, la lettre n'est pas signée. Voilà ce qu'elle dit. De l'enfer, monsieur Lusk. Monsieur, je vous envoie une moitié du rein, avec une faute d'orthographe, que j'ai pris à une des femmes, conservé exprès pour vous. L'autre morceau, je l'ai frit et mangé. C'était fameux, avec encore une faute d'orthographe. Je vous enverrai peut-être le couteau plein de sang, avec une faute, qui l'a détaché, si vous attendez avec une faute, encore un peu avec une faute. Signé, m'attrape qui pourra, monsieur Lusk. Là, l'écriture de la lettre, on remarque, je vous ai fait remarquer quand même un grand nombre de fautes d'orthographe, et encore j'ai pas tout dit, diffère encore une fois des précédentes, mais sauf que le morceau de rein est contenu dans une boîte de carton d'environ 8 cm de côté. Au départ, George Lusk va penser à une blague, mais pas mal de médecins vont indiquer que l'organe est bien humain et qu'il a été préservé dans de l'alcool de vin. Et plusieurs médecins, ou en tout cas plusieurs articles de presse relatant les propos de ces fameux médecins, vont annoncer de manière erronée que le rein avait appartenu à une femme de 45 ans qui buvait abondamment du gin, souffrait du mal de Bright, de néphrite. Il précisait que l'organe avait été prélevé dans les 3 semaines précédant cet envoi à George Lusk. À l'époque, il était médicalement impossible, entendez bien, d'établir le sexe et l'âge d'un rein, ainsi que le confirmait un communiqué du médecin légiste de la City, le docteur Sanders. Et il a ajouté que le gin ne laisse pas de trace dans un rein, et pour lui le fait que cet organe ait été conservé dans de l'alcool de vin indiquait clairement sa provenance. Ce rein prélevé dans un hôpital ou à la morgue était donc une plaisanterie de très mauvais goût. Donc, pour nous résumer, il semble assez probable que ces 2 lettres et la carte postale soient l'œuvre d'un ou de plusieurs plaisantins, mais encore une fois, ça ne retire rien à leur véritable importance, celle d'avoir tout simplement baptisé Jack l'Éventreur. C'est comme ça que c'est né. Alors un peu plus de 6 semaines vont s'écouler avant que l'Éventreur ne tue Mary Jane Kelly le 9 novembre. C'est le plus long délai séparant 2 de ses forfaits, preuve d'ailleurs que l'action de la police a peut-être momentanément effrayé le meurtrier, ou en tout cas contrecarré ses plans. Et contrairement à tout ce qui a pu être dit au sujet de la police, les hommes de Scotland Yard et du CID vont déployer des efforts considérables pour l'arrêter. Plus de 2000 loueurs et gérants d'immeubles londoniens ont été interrogés, 76 bouchers et abatteurs d'animaux. Ça a été véritablement un travail incroyable. Vous avez certains journaux d'opposition, comme le Daily News, qui en profitaient pour frapper à tout va sur le gouvernement conservateur, sur la police bien sûr. Voilà ce qu'ils disent. Whitechapel est plongé dans une terreur folle. Les gens ont peur de parler à des étrangers. Le meurtrier doit être inoffensif, probablement d'une apparence respectable, sinon ces infortunés n'auraient pas pu être pris au piège. 2 théories nous ont été suggérées. Que l'assassin se déguise en femme ou qu'il s'agit d'un policier. La police, bien entendu, est inutile. Nous n'attendons aucun résultat de ces bons à rien. La Metropolitan Police est pourrie jusqu'à la moelle. Et vous avez le même journal qui va avancer une autre théorie, que Sir Charles Warren et l'inspecteur Aberlin jugent vraisemblable au contraire, Jack l'Éventreur utilisait les égouts pour se déplacer à travers Whitechapel. Pourquoi pas ? C'est vrai que la presse peut parfois aussi aider. On l'a vu dans l'émission, dans d'autres émissions que j'ai pu faire, notamment sur des meurtriers, souvenez-vous. La première semaine de novembre va s'écouler tranquillement, tandis que l'horreur des crimes de Jack l'Éventreur s'effaçait petit à petit de la mémoire des habitants de Whitechapel. Comme si son règne était enfin terminé. C'était mal le connaître. Au sud de Spitalfields Market se situait un des pires endroits, je crois qu'on peut le dire, de Whitechapel. Dans ces ruelles tortueuses, vous avez certains boutiquiers qui faisaient office de rustlers pour d'innombrables voleurs de ce quartier. Dans les arrière-cours, des débits de boissons, des chiens féroces étaient enchaînés, on imagine un peu l'ambiance, en prévision de combats, des combats de chiens, très à la mode, qui donnaient lieu à des paris enfiévrés devant un public qui parfois dépassait la centaine de spectateurs, faut imaginer ça. Et tout près du marché à viande de Spitalfields, on trouvait Dorset Street, une ruelle tellement étroite que 2 chariots ne pouvaient pas s'y croiser sans risque. Dans Dorset Street, un passage en briques large d'un mètre
tout court, formait une allée sombre, une allée misérable. Là, on imagine les films, on les voit d'ailleurs, cette allée s'étendant sur une longueur d'environ 7 mètres pour déboucher sur une cour à peine plus large de 5 mètres. C'est la fameuse Miller's Court. Au fond de la cour, vous avez la façade arrière des maisons de Dorset Street qui s'ouvrait donc dessus. Et c'était le cas du 26 Dorset Street, dont le rez-de-chaussée a été divisé en chambres à louer, formant le numéro 13 Miller's Court, que Mary Jane Kelly occupait depuis 18 mois déjà. Vers minuit moins le quart, Marianne Cox, une prostituée résidant à Miller's Court, affirme, lors de l'enquête officielle du 13 novembre, la chose suivante. « J'ai vu la victime qui entrait chez elle en compagnie d'un homme costaud, de petite taille, pauvrement vêtu et portant un chapeau melon. Mary Kelly était passablement ivre et l'inconnu tenait un broc de bière à la main. Son visage était rougeaud, avec une moustache rousse très fournie. Le témoin les a suivis dans la cour en leur souhaitant bonne nuit. La victime lui répond « Bonne nuit, je vais chanter un peu ». La porte se referme et c'est là qu'elle entend Mary Kelly chanter « Only a violet, one plucked from mother's grave ». Et le témoin, donc, va rester environ un quart d'heure dans sa chambre avant de sortir, dit-elle. La victime continuait toujours à chanter à ce moment-là. Il pleuvait, rajoute-t-elle, et le témoin revint chez elle à 3h10 du matin. On ne distinguait aucune lumière dans la chambre de Mary Kelly, ni aucun bruit. Le témoin n'arrivait pas à s'endormir et entendit un homme quitter la cour vers 6h15. Ça aurait pu être un policier qui effectuait une ronde. À 2h du matin, ce 9 novembre, George Hutchinson, un chômeur qui connaissait très bien Mary Kelly, la rencontre en compagnie d'un autre homme. Et voilà son témoignage, tel qu'il a été reproduit dans le Times du 14 novembre 88. Je croisais un homme qui se tenait au coin de Troll Street. Et en arrivant à Flower and Dean Street, j'ai aperçu Mary Kelly qui m'a demandé « Monsieur Hutchinson, pourriez-vous me prêter 6 pence ?» Je lui indiquai que c'était impossible. Elle se dirigea alors vers Troll Street en disant qu'il lui fallait trouver de l'argent absolument. Je vis l'homme que j'avais croisé sur Troll Street l'aborder en lui mettant la main sur l'épaule. Ils ont échangé quelques mots avant d'éclater de rire et ils se sont dirigés lentement vers moi tandis que je me rapprochais du débit de boisson au coin de Fashion Street. Lorsqu'ils me croisèrent, l'homme avait toujours sa main sur l'épaule de Mary Kelly. Il portait un chapeau de feutre mou fortement incliné sur le visage. Je le fixai du regard et il se retourna pour m'examiner durement avant qu'ils ne traversent tous les deux la rue en direction de Dorset Street. Je les suivis en m'arrêtant au coin de Dorset Street. Ils restèrent environ 3 minutes devant l'entrée de Miller's Court. Kelly s'adressa à l'homme d'une voix forte. « J'ai perdu mon mouchoir !» L'inconnu sortit un mouchoir rouge de sa poche et le donna à Mary Kelly avant qu'ils n'entrent ensemble dans Miller's Court. Je me dirigeais à mon tour dans la cour, mais ils avaient déjà disparu. J'attendis 3 quarts d'heure, mais comme personne ne venait, je partis. Mes soupçons avaient été éveillés par un homme si bien habillé, mais jamais je ne l'aurais soupçonné d'être le meurtrier. Il continue. L'inconnu mesurait 1,67 m pour un âge de 34 ou 35 ans. Son visage avait un teint pâle avec des moustaches noires relevées sur les bords. Son long manteau noir était orné d'astrakan. Il arborait un col blanc, à cravate noire, avec une épingle à cravate en forme de fer à cheval. Je remarquai une grosse chaîne reliée à une montre en or décorée par un sceau en pierre rouge. Ses demi-guêtres avaient des boutons blancs. On aurait dit à un étranger. Lorsque je me trouvais dans la cour à les entendre, je n'entendis aucun bruit, ni ne vis aucune lumière en provenance de la chambre de Mary Kelly. La nuit dernière, je suis resté dehors jusqu'à 3h du matin pour le rechercher. Je le reconnaîtrai immédiatement. L'inconnu tenait un petit paquet entouré d'une sangle et qui mesurait environ 20 cm de long. Il le tenait fortement serré dans sa main gauche. On aurait dit qu'il était recouvert d'un tissu américain de couleur foncée. Sa main droite qu'il posa sur l'épaule de Mary Kelly serrait une paire de gants marrons de taille enfantine. Il marchait très doucement. Je crois qu'il habite dans le quartier. Je pense l'avoir revu dimanche matin sur Petticoat Lane, mais j'en suis pas certain. Son témoignage
Ce témoignage de Hutchinson est étonnant par la précision quand même des détails qu'il apporte à sa description de l'inconnu qui accompagne Mary Kelly. Faut pas oublier qu'on se trouve en pleine nuit, encore une fois, dans des rues qui ne sont pas, voire peu éclairées, et qu'en plus, en cette nuit du 8 novembre 1888, il pleut, donc pas évident là encore d'imaginer comment il peut arriver à avoir un témoignage aussi précis. La nécessité de trouver rapidement de l'argent, qui est exprimée dans le témoignage de Hutchinson, s'explique par le retard de loyer de Mary Kelly qui s'élevait à 35 shillings. Et c'est à cause de cet arriéré de 8 semaines que son corps a été découvert le matin du 9 novembre 1888. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.